La principale figure de l'opposition ougandaise, Bobi Wine, déclare qu'il ne serait pas intéressé par des négociations avec le président Museveni. Il a déposé un recours pour contester la réélection du président sortant. Les forces de sécurité angolaises ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des jeunes qui manifestent à Luanda contre les violences policières et la crise économique quelques jours après la mort de plusieurs manifestants séparatistes. 15 députés et plus d'une cinquantaine d'employés au Parlement ghanéen ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé jeudi le président de la Chambre qui a décidé la réduction du nombre de sessions parlementaires. Je te présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. La principale figure de l'opposition ougandaise, Bobi Wine, a déclaré qu'il ne serait pas intéressé par des négociations avec le président Yoweri Museveni. Il a déposé toutefois un recours pour contester la réélection du président sortant qu'il estime entaché de fraude et ce sera donc à la justice de devoir statuer sur la validité des résultats de l'élection présidentielle. On écoute. Nous avons décidé d'aller déposer un recours pour cette élection à la Cour suprême de l'Ouganda. Même si tant de personnes en Ouganda sont en désaccord avec le système judiciaire et ne sont pas d'accord pour aller à la Cour suprême de l'Ouganda parce qu'elles savent que le général Museveni contrôle fondamentalement toutes les institutions de l'État. Nous savons que, comme l'a dit le Dr King, l'injustice où qu'elle se produise est une menace pour la justice partout. Nous espérons et prions pour que le monde se tienne aux côtés du peuple ougandais. Nous espérons et prions que ceux qui traitent avec l'Ouganda ne traitent pas avec un individu. Le général Museveni considère l'Ouganda comme un pays de 45 millions d'habitants. La majorité d'entre eux sont des jeunes qui veulent bénéficier des mêmes valeurs d'humanité, des valeurs telles que l'état de droit, des valeurs telles que le respect des droits de l'homme, des valeurs telles que le respect de la démocratie. Cependant, nous croyons à la discussion, nous croyons au pourparler. Ma question a toujours été: dans quel but? De quoi discutons-nous? Les discussions du général Museveni ont toujours porté sur la cooptation. Ces discussions ont toujours consisté à demander leur prix à ceux à qui il veut parler. Et ici, nous ne représentons pas seulement nous-mêmes, nous représentons toute une génération. Comme nous l'ont dit ceux qui nous ont précédés, ce ne sont que des gens libres qui négocient, ce ne sont que des gens libres qui discutent, pas des prisonniers. Nous devons parler quand nous avons tous nos droits, quand nous avons toutes nos libertés. Il n'est absolument pas possible que quelqu'un puisse mettre son genou sur votre cou et ensuite dire « parlons ». Ce n'est pas le genre de négociation dont nous discutons. On reste en Ouganda où les habitants de la ville de Goulou et du village de Lukodi se disent reconnaissants à la Cour pénale internationale après que Dominique Ongwen, un ancien enfant soldat devenu commandant du groupe rebelle ougandais, l'armée de résistance du Seigneur, a été reconnu coupable de 61 chefs d'accusation, dont celui de grossesse forcée, qui n'avait jusqu'à présent jamais été prononcé par la CPI. C'est à travers des salles de cinéma improvisées qu'ils ont suivi le déroulé du procès. Nous avions mis toute notre confiance dans le tribunal. Nous avons suivi cette affaire depuis le début jusqu'à aujourd'hui, où ils ont déclaré Dominique coupable de crimes qu'il a commis à Lukodi et dans d'autres endroits. La communauté de Lukodi est reconnaissante à la Cour pour avoir soutenu le peuple. Au départ, je craignais que Lukodi se soit rayé de la liste des domaines examinés par le tribunal, mais je suis si heureux d'Ongwen soit enfin tenu pour responsable de ce qu'il a fait ici. En mon nom propre, je suis vraiment heureux. Je pourrais dire que Dieu m'aime. Ayant survécu ce jour-là et après 15 ans, beaucoup de mes collègues ont survécu, mais n'ont pas pu écouter cette information aujourd'hui, car depuis 15 ans, certains sont également morts de causes naturelles.
Un procès en lui-même n'est pas mauvais parce qu'il fait ressortir les preuves incriminantes et disculpantes. Ainsi, au fil des années, nous avons pu expliquer que les gens doivent également être prêts à accepter n'importe quelle issue, qu'il s'agisse d'un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité. Et dans tous les cas, il y a également un appel. 15 députés et plus d'une cinquantaine d'employés au Parlement ghanéen ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé jeudi le président de la Chambre qui a décidé de réduction du nombre de sessions parlementaires. 15 députés ont été testés positifs au virus. Ils ont tous été prévenus et sont tenus de s'isoler, a affirmé le président du Parlement, Alban Bagbin. Selon lui, 56 autres personnes travaillant au sein du Parlement ont également été testées positives, le poussant à limiter les sessions parlementaires au mardi et au jeudi afin de contrer la propagation du virus. Certains lient cette flambée de contamination au Parlement au climat de tension qui a régné lors de la première session du nouveau Parlement ghanéen suite aux élections du 7 décembre. Les députés en sont arrivés aux mains lors de la mise en place du bureau du Parlement, notamment le contrôle du perchoir. L'armée était obligée d'intervenir pour apaiser la tension. Le chef de l'État, Nana Akufo-Addo, a réimposé dimanche une interdiction des rassemblements festifs dans ce pays anglophone ouest-africain qui fait face, comme de nombreux autres pays du continent, à une seconde vague du Covid. Les écoles ont rouvert en janvier après une fermeture de 10 mois, mais le président Nana Akufo-Addo a déclaré dimanche qu'un retour à des mesures plus strictes était nécessaire. Nos hôpitaux sont pleins et nous avons dû réactiver nos centres d'isolement, avait-il déclaré. Le nombre de cas détectés quotidiennement est de 700 contre 200 il y a 2 semaines. Depuis le début de la pandémie, le pays a officiellement enregistré quelques 69 000 cas, dont 433 décès. Mais ces données sont à prendre avec précaution, alors que le nombre de tests pratiqués est bien inférieur à ceux réalisés en Europe ou dans d'autres pays du monde. Les frontières terrestres et maritimes sont fermées depuis mars, tandis que les plages, les boîtes de nuit, les cinémas et les pubs continuent d'être interdits d'accès. Le Mozambique a instauré dès ce vendredi un couvre-feu pour maîtriser la propagation du Covid-19, une première depuis la fin de la guerre civile en 1992. Près de 2 millions de Mozambicains de la métropole de Maputo, épicentre de la pandémie, sont concernés par la mesure. Le couvre-feu est décrété de 21h à 4h locales dans la zone du Grand Maputo, qui comprend, outre la capitale, d'autres villes comme Matola et Boané, situées entre une quinzaine et une cinquantaine de kilomètres, a précisé le président Filipe Nyusi. Le couvre-feu strict sera en vigueur à partir du 5 février jusqu'au 7 mars, a indiqué le président dans une adresse télévisée dénonçant le peu de respect des précédentes restrictions. Cette décision intervient alors que le système de santé du pays fait face à une récente hausse des cas d'infection au Covid-19. Jeudi, Maputo et la ville voisine de Matola étaient l'épicentre de l'épidémie, comptant pour plus de 11 000 des 16 000 cas actifs dans le pays de 30 millions d'habitants. Le Mozambique a enregistré au niveau national 42 488 cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie, dont près de la moitié depuis janvier dernier. Plus de la moitié des 427 décès recensés jusqu'ici l'ont aussi été en janvier. Les hôpitaux publics ont désormais atteint leur capacité d'accueil à 100%, tandis que les structures privées ont atteint plus de 80% de leur capacité, a souligné le président Nyusi. En plus du couvre-feu, de nouvelles restrictions interdisent tous les services religieux et les événements privés, à l'exception des mariages, suspendent les cours et les activités sportives, dont le championnat de football professionnel. Les forces de sécurité angolaises ont tiré de gaz lacrymogène pour disperser des jeunes qui manifestaient à Luanda contre les violences policières et la crise économique quelques jours après la mort de plusieurs autres manifestants séparatistes tués par la police. Les forces de sécurité angolaises ont tiré jeudi des gaz lacrymogènes pour disperser des jeunes qui manifestaient à Luanda contre les violences policières et la crise économique quelques jours après la mort de plusieurs manifestants séparatistes tués par la police. Une centaine de manifestants ont été dispersés dans la capitale après s'être réunis à l'occasion de la journée de la libération, un jour férié commémorant le début de la révolution contre la domination coloniale portugaise, pour organiser des manifestations anti-gouvernementales non autorisées.
Outre les mauvaises conditions de vie, la corruption présumée de l'État et le report des élections locales, les manifestants ont également dénoncé la violente répression policière contre une manifestation séparatiste samedi qui a fait au moins 6 morts dans le nord-est du pays. À Luanda, les forces de sécurité à cheval étaient déjà positionnées ce jeudi lorsque les manifestants se sont rassemblés pour le marche, les dispersant avec des matraques et des gaz lacrymogènes et arrêtant des dizaines de personnes. Des manifestants ont lancé des pierres en représailles. Cette répression a eu lieu alors que l'ONG Human Rights Watch exhortait le gouvernement angolais à restreindre l'usage excessif de la force et des armes à feu contre des manifestants pacifiques. Les forces de sécurité ont violemment dispersé une série de manifestations anti-gouvernementales qui ont pris de l'ampleur au cours du second semestre 2020, tirant à balles réelles et des gaz lacrymogènes sur la foule. Human Rights Watch a affirmé qu'au moins 10 manifestants non armés avaient été tués, 20 blessés et 16 arrêtés, alors que la police, qui a affirmé avoir agi en état de légitime défense, n'a fait état que de 4 morts lundi. En Algérie, le procès de l'assassinat du Français Hervé Gourdel, un guide de haute montagne décapité par des djihadistes en Algérie en 2014, a été reporté au 18 février. Motif du report, l'état de santé du principal accusé. Hervé Gourdel, 55 ans, s'était rendu en Algérie à l'invitation des accompagnateurs pour explorer un nouveau site d'escalade, mais il a été kidnappé le 21 septembre. La vidéo de sa décapitation diffusée 3 jours plus tard avait provoqué un énorme choc en France et en Algérie. Le djihadiste présumé, Abdelmalek Hamzaoui, s'est présenté au tribunal d'Alger en fauteuil roulant et selon le médecin qui l'accompagnait, il est asthmatique et a été opéré de la hanche. Le procès de l'assassinat de Gourdel a été reporté à la demande de la défense et en raison de l'état de santé de l'accusé principal, a confirmé un des avocats de la compagne de l'alpiniste français. À la veille du procès, l'épouse de Gourdel s'était dite soulagée que le procès ait enfin lieu en souhaitant qu'il offre un espoir pour les familles et les proches de victimes touchées par le terrorisme. La juge algérienne a proposé à cette dernière d'organiser le procès du 18 février par visioconférence afin de lui éviter de revenir à Alger. 14 personnes sont poursuivies dans cette affaire, 8 ravisseurs présumés, les 5 hôtes et accompagnateurs algériens du Français, ainsi qu'un homme, Farjala Amara, dont le lien avec cette affaire n'est pas précisé selon un document du tribunal consulté par l'agence France-Presse. Mais un seul suspect impliqué dans l'enlèvement et l'exécution du Français, Abdelmalek Hamzaoui, devait être jugé jeudi. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.